Bonjour à tous, bienvenue à ce live sur l'alimentation du futur. Je suis Chloé, bénévole à la base, et je suis ravie de vous accueillir pour cet événement en ligne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois quand même de vous présenter la base. Alors la base, c'est avant toute chose un lieu de 700 mètres carrés, situé au 31 rue Bichat, dans le 10e, à côté de l'hôpital Saint-Louis. Ce lieu est né en 2019 de l'initiative d'une dizaine d'organisations afin de remplir 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'être une porte d'entrée vers l'engagement pour tous et toutes. Cela, on le fait grâce au bar associatif qui se situe au rez-de-chaussée et où, en temps normal, vous pouvez assister à des événements gratuits comme celui-ci, vous renseigner sur le moyen de vous engager, lieu local et abordable en refaisant le monde. Le deuxième et troisième objectif sont d'être un soutien logistique pour les différentes organisations du mouvement et créer du lien entre elles. Et ça passe par l'espace de travail qui se situe dans les étages de la base. Il y a un coworking, des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage. Donc, comme je le disais, à l'origine, la base était un lieu monté par une dizaine d'orgas, fondatrices et leurs bénévoles. Aujourd'hui, ça a bien évolué et je vous propose qu'on prenne un petit temps pour regarder ce qu'elle est devenue, car ce mois-ci, la base a officiellement fêté ses 2 ans. Et oui, joyeux anniversaire la base. 2 ans, ça passe énormément vite et en même temps pas tout le temps à la fois. Et si on regarde en arrière, c'était pas gagné d'avance. En effet, le projet de la base n'avait initialement qu'1 an de vie. Et du coup, quand on a soulevé la première bougie, on était déjà hyper heureux parce qu'on s'est dit, grâce à la base, on a accompli plein de trucs de fou, rassemblé des milliers de personnes. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, on a négocié pour signer un nouveau bail à la même adresse pour une durée de 2 ans. On l'a signé le 12 mars 2020. Youpi, mais pas youpi parce que le 16 mars, confinement général. Et donc, juste après avoir signé, on a été fermé. On va pas se mentir, c'était compliqué et on s'est pas laissé démonter. Entre ouverture et fermeture à répétition, on a appris à faire des events en ligne, on a passé un été de folie en terrasse et on a profité pour mettre le lieu au dispo d'assauts de solidarité, toujours active aujourd'hui. Alors oui, on a été résilients, mais ça nous a pas empêché de flipper pour la survie financière du lieu. Car sans bar et avec peu d'organisation dans le bureau, difficile de payer le loyer. En effet, le modèle économique du lieu repose essentiellement là-dessus et sur un troisième pilier qui est le don des citoyens et des citoyennes comme toi et moi. Et ça, c'est ce qui nous permet d'être encore là aujourd'hui. En effet, grâce à notre campagne de fin d'année, on a récolté assez d'argent pour sauver la base. C'est pourquoi on souhaite un joyeux anniversaire à la base, mais surtout, on vous dit un immense merci à vous tous et toutes qui ont contribué à ce que ce lieu continue d'exister. Aujourd'hui, la base est devenue une communauté qui regroupe des dizaines d'organisations, des centaines de bénévoles et des milliers d'adhérents et d'adhérentes. C'est une réussite collective. Évidemment, c'est pas comme si on roulait désormais sur l'or. À la moindre secousse, le lieu serait à nouveau en danger. Alors, si tu as envie et que tu le peux, je t'invite à faire un don sur le lien en description, donc la base Paris/don. D'habitude, tu aurais bu une bonne bière au bar, ça aurait financé le lieu, mais là, c'est pas possible. Alors, une idée, c'est de donner l'équivalent de ta bière en don à la base. Je vous laisse maintenant avec Robin pour la suite. Bonne conférence à tous. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là ce soir pour vous parler d'alimentation, qui est un sujet qui me passionne pas mal et qui j'espère vous passionnera aussi. Merci à la base d'accueillir cet événement virtuellement. J'aurais adoré pouvoir vous le faire dans les locaux de la base que j'aime beaucoup. Et du coup, on se contentera de cette version en ligne, mais qui j'espère fera bien le boulot de passer les connaissances que j'ai envie de vous passer ce soir. Donc l'alimentation, ce soir, on va en parler sous 2 angles principaux. Un angle plutôt biologique, scientifique, anthropologique, et un angle plutôt culturel, social et plus actuel, donc plus ancré dans les problématiques, les enjeux qui sont aujourd'hui liés à l'alimentation dans notre société. Donc, la première question, évidemment, qu'on va se poser maintenant, c'est l'alimentation. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une question qui paraît un peu évidente, bateau, mais en fait, il y a une définition assez précise de l'alimentation d'un point de vue, on va dire, scientifique. Et en fait, du coup, l'alimentation, c'est tout simplement l'absorption d'énergie dans le milieu par un être vivant. Donc en fait, l'être vivant, pour pouvoir vivre et accomplir sa mission qui est de se reproduire, il va extraire de l'énergie de son environnement. Et donc pour ça, il y a plusieurs stratégies, et dont l'une d'elles qui est l'alimentation, c'est-à-dire faire rentrer dans son corps de la matière qui contient de l'énergie, et donc en récupérer l'énergie et les nutriments, comme on le verra, qui vont être nécessaires à sa survie. Donc ça, c'est le cas des hétérotrophes. Donc c'est une famille d'êtres vivants, une catégorie d'êtres vivants en fait,
qui va être donc qui va dédier sa survie à l'absorption de matière dans le milieu extérieur. Donc là, évidemment, vous avez cet exemple de bovin qui va manger des végétaux qui contiennent de l'énergie et pour en tirer de l'énergie que lui-même va utiliser pour se déplacer, se reproduire, etc. Vous avez aussi des animaux qui mangent d'autres animaux. Donc c'est toujours des hétérotrophes. Ils ont toujours besoin d'absorber de la matière à l'extérieur pour en tirer de l'énergie. Sauf que là, ils tirent de l'énergie d'animaux qui avaient préalablement eux-mêmes pris de l'énergie dans leur milieu sous forme de végétaux. Voilà, donc en fait tous les animaux font ça, mais par exemple les champignons aussi sont des hétérotrophes, donc c'est une grande famille d'êtres vivants qui va aussi tirer son énergie de matière issue du milieu dans lequel il se trouve. Mais vous avez aussi les plantes qui, elles, sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir récupérer de l'énergie simplement avec l'énergie solaire, et donc c'est le seul règne du vivant qui est capable de puiser de l'énergie directement à partir de l'énergie solaire, et donc en théorie sans absorption de matière, sauf que les plantes, elles aussi, vont quand même tirer des besoins, on va dire, de la matière qui se trouve dans leur environnement. Donc on peut tout à fait parler d'alimentation pour des plantes si on étend sa définition comme ça. Plus proche de nous, on a donc les primates. Donc là, vous avez des orang-outans qui vont manger plein de trucs. Donc à la fois d'autres êtres vivants, donc des petits insectes, des petits animaux, mais aussi des végétaux, des fruits, des fruits à coque, des feuilles, etc. Donc c'est l'alimentation, c'est ça. Donc c'est vraiment cette absorption de matière du milieu dans un être vivant. Mais l'alimentation, c'est aussi ça. Donc dans ce que ça veut dire pour nous humains, en fait là, vous avez une image d'une publicité qui est parue en 2000. Donc j'avais 7 ans à l'époque, mais ça m'a bien marqué puisque dans cette publicité, nous avons un monsieur et une dame qui réalisent une tarte aux inzifruits, au pimousse, qui est une drôle de manière de s'alimenter, puisque là, pour le coup, l'absorption d'énergie du milieu par l'être vivant se fait à la suite de procédés chimiques très complexes et d'une manière qui est relativement peu fréquente dans le règne du vivant. Donc en fait, ce que je veux vous dire avec cette publicité que je vous invite à aller regarder parce elle a vieilli, mais elle a son charme. C'est que l'alimentation, c'est aussi pour nous en tant qu'humains toutes les spécificités culturelles que l'on met dans cette extraction d'énergie. C'est-à-dire on va pas faire ça d'une seule manière comme pourrait le faire par exemple un martin pêcheur qui va toujours se nourrir de la même manière, mais on va selon les endroits, selon les régions, selon les cultures donc absorber cette énergie selon des rituels précis, avec des manières de faire dans la préparation, dans l'absorption, etc. Et donc, je vous propose qu'on parle aussi de ça, puisque ça fait complètement partie de la définition, si on l'étend, d'un point de vue plus culturel et social. Et donc, avant qu'on commence la partie alimentation, on va dire, d'un point de vue un peu anthropobiologique, je voulais juste vous rappeler quelques jalons importants de l'histoire de l'humain, puisqu'on va parler de l'alimentation de l'humain. Et donc, c'est important de savoir quelques trucs sur les derniers millions d'années nous concernant. Donc, je vous ai fait une petite frise chronologique dans laquelle j'ai pas mis les années, mais j'ai mis les générations, voilà, pour changer. On va dire que vos 11e grands-parents vivaient avant l'ère industrielle et donc n'avaient jamais vu de machine à vapeur, d'usine, etc. Vos 501e grands-parents, eux, étaient chasseurs-cueilleurs. Donc, ils ne pratiquaient pas l'agriculture et ils se nourrissaient exclusivement de manière opportuniste, c'est-à-dire qu'ils évoluaient dans un milieu dans lequel ils ramassaient, trouvaient, chassaient de la nourriture. L'Homo sapiens, donc notre espèce au sens génétique du terme, elle a 15 000 générations, et les hominidés, donc avec qui on partage 99% de gènes en commun, eux, c'est 400 000 générations, donc on est sur plusieurs millions d'années. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que du coup, ce que je vais vous dire avec cette petite frise chronologique, c'est que d'un point de vue alimentation,
c'est ce procédé de chasseur-cueilleur, il est très ancien et en fait, il a en fait, majoritairement dans l'histoire de notre espèce, au sens biologique du terme, on a été chasseur-cueilleur, donc on s'est nourri de manière opportuniste en prélevant dans notre milieu ce dont on avait besoin. Donc, comme le font en fait l'intégralité des autres animaux. La révolution agricole, on en parlera, mais elle a bouleversé notre alimentation et l'ère industrielle a à nouveau bouleversé notre alimentation. Donc voilà, il faut comprendre que si on veut savoir qu'est-ce que l'homme mange, il faut comprendre que notre corps, notre biologie a été façonné par des millions d'années de nourriture, d'alimentation opportuniste, donc chasseur-cueilleur. Je vous mets quelques autres jalons pour vous repérer. Les premiers outils, c'était, on estime ça à 100 000 générations, la maîtrise du feu, 20 000 générations, et la sortie d'Afrique, seulement 1500 générations. Donc, vos 1501e grands-parents, il y avait de bonnes chances pour qu'ils vivent, en tout cas d'après les théories actuelles, en Afrique, dans l'Afrique de l'époque. Voilà, je vous remets un peu la carte des déplacements. Donc là, cette fois-ci, c'est en année, c'est une carte que j'ai trouvée sur Wikipédia. Donc, vous voyez que actuellement, Homo sapiens, a priori, il vivait il y a 200 000 ans en Afrique, dans l'est et dans le sud de l'Afrique, et il s'est déplacé assez tardivement en fait dans le reste du monde. D'abord au Moyen-Orient, puis en Europe, dans l'Inde et l'Asie du Sud-Est, etc. Et donc, avec l'Amérique comme dernier point de chute en fait de notre espèce Homo sapiens. Donc en fait, là, dans toute cette frise chronologique, dans toute l'histoire donc de Homo sapiens vue sous cet angle, y a un moment où en fait l'alimentation, elle est passée de quelque chose de purement biologique, comme le ferait un martin pêcheur, c'est-à-dire on se nourrit toujours de la même façon avec ce qu'on trouve dans notre environnement. Elle est passée progressivement à quelque chose de plus culturel, c'est-à-dire avec des acquis, des savoir-faire, des façons de le faire, des choses qu'on mange, des choses qu'on ne mange pas. Et donc ça, c'est des choses que maintenant on repère aussi chez d'autres espèces qui vont par apprentissage avoir des rituels quant à la nourriture et manger tels insectes plutôt que d'autres, alors qu'ils pourraient manger les deux. Mais voilà, il y a des spécificités culturelles qui commencent à apparaître. Et donc en fait, la question évidemment de savoir à quel moment ça s'est fait, mais c'est une question qui est insoluble puisque ça s'est fait évidemment progressivement. Mais c'est intéressant en fait de par moment pour réfléchir à comment on mange et qu'est-ce qu'on mange, oublier un peu la partie culturelle, essayer de se débiaiser en tant qu'espèce sociale et regarder en fait si on était un Homo sapiens au sens primate du terme, donc il y a 1 million d'années, comment on se nourrissait à cette époque-là. Donc, est-ce que, enfin, comment on est passé de manger des bananes qu'on trouvait dans notre environnement à faire une tarte aux endives-fruits? Comment on est passé d'attraper un poisson à cuisiner une truite sauce marinière? Donc voilà, c'est vraiment ce genre de questions qu'on peut se poser. Et donc, c'est ces deux aspects qu'on va regarder ensemble. Donc, cette alimentation préculture, si on l'analyse avec nos yeux de vraiment biologistes, on va regarder en fait si voilà on était des espèces d'extraterrestres et qu'on arrivait sur Terre et qu'on se disait ouais, on va étudier Homo sapiens dans son milieu naturel, donc avant le développement, les développements culturels. En fait, on a plusieurs manières de procéder pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'humain mange dans son environnement naturel. Donc, comment il extrait l'énergie qui est dans son environnement pour en tirer, pour fonctionner, se reproduire, etc. Et donc, il y a une première manière de faire qui est une analyse anatomique, et donc en comprenant que notre corps a été façonné par l'évolution darwinienne et néo-darwinienne. En gros, les processus qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans l'évolution du patrimoine génétique. Donc en gros, les espèces ont des patrimoines génétiques, donc un ensemble de gènes qui codent pour leur aspect phénétique, donc c'est-à-dire comment ils sont en fait dans l'espace physique. Et donc ces gènes-là codent pour leur structure, leurs membres, leurs organes, etc. Et ils évoluent au cours du temps selon des processus évolutionnaires, dont un est la sélection naturelle. C'est-à-dire, donc c'est un des processus d'évolution qu'on connaît, dont on entend beaucoup parler. Mais en gros,
le patrimoine génétique va évoluer pour être le plus adapté au milieu, puisque en fait les moins adaptés au milieu vont finir par disparaître, soit parce qu'ils meurent très tôt, soit parce qu'ils n'arrivent pas à se reproduire. Et donc finalement, le patrimoine génétique va évoluer pour être dans une sorte d'harmonie, de symbiose avec son milieu. Et donc on peut estimer que si Homo sapiens a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est que son évolution génétique lui a toujours permis de survivre dans son environnement. Donc c'est vraiment un critère de survie d'avoir un patrimoine génétique qui évolue au fil du temps pour s'adapter à l'environnement. Donc il y a d'autres facteurs évidemment qui influencent le patrimoine génétique. Il y a les migrations, donc des populations vont se mélanger. Il y a aussi donc la reproduction qui parfois suit des règles qui favorisent certains gènes plutôt que d'autres. Donc si on pense à la roue du paon, on peut imaginer qu'un jour un paon a eu une plume qui dépassait plus haut que les autres et les femelles il a eu plus de succès avec les femelles et donc c'est cette plume là qui s'est répandue, puis petit à petit il a eu un panache de plumes et donc c'est vraiment l'attraction, on va dire sexuée qui a fait en sorte que son patrimoine génétique change. Donc voilà, il y a d'autres mécanismes à l'œuvre dans l'évolution, mais celui qui va nous intéresser pour essayer de comprendre ce que Homo sapiens mangeait dans son milieu d'origine il y a quelques millions d'années en Afrique, c'est vraiment la sélection naturelle. Et donc, il y a plusieurs éléments dans notre morphologie qu'on peut étudier pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on mangeait. Puisque si Homo sapiens d'il y a 150 000 ans a les mêmes gènes que nous, et ça on le sait parce que quand on prélève des fossiles, quand on trouve des restes et qu'on fait une analyse ADN, on trouve que c'était des humains qui étaient très très proches génétiquement de nous, voire identiques en fait, d'un point de vue en tout cas espèce, les biologistes considèrent que c'est la même espèce, donc on est identiques génétiquement. Et donc c'est intéressant d'étudier nos caractéristiques physiques pour comprendre en fait de quel environnement nous venons, puisque le patrimoine génétique évoluant avec la sélection naturelle, en observant un animal, vous comprenez, ou un être vivant en fait en général, vous comprenez aisément dans quel milieu vit cet animal. Donc, si on pense aux plantes qui vivent dans les forêts tropicales, elles vont avoir des feuilles très larges pour capter beaucoup de la pluie qui tombe. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez des indices sur la morphologie qui vous en disent long en fait sur le milieu d'origine. Donc, ces petits, bon, il y en a plein, hein, des facteurs, des critères anatomiques qu'on pourrait regarder. Je vous en ai mis quelques-uns là qui me paraissaient parlants pour essayer de voir comment s'alimentait Homo sapiens dans ce milieu primitif, dont on sait pas mal de choses, mais qui reste finalement assez mystérieux. On sait que c'était un environnement très forestier. On sait que c'était un environnement avec beaucoup d'eau. Je vous mets au défi de survivre plus de 48 heures sans eau. Et ça en dit long sur la présence d'eau dans l'environnement primitif d'Homo sapiens. C'était une denrée qui était absolument partout. Sinon, évidemment, ne pas pouvoir tenir plus de 48 heures sans boire aurait été un facteur limitant à la survie d'Homo sapiens. Alors, le premier critère, c'est sur la main préhensile. Donc, le fait de pouvoir prendre des choses avec les mains, qui n'est pas du tout l'apanage de tous les êtres vivants, les mammifères, loin de là. Et donc ça, on peut en déduire que ça a eu un rôle important dans la préhension de choses comme des fruits, des insectes qui sont difficiles, sinon, pour des mammifères à attraper. Donc c'est compliqué d'aller pour une vache d'aller attraper une pomme dans un arbre. Elle peut y arriver avec sa bouche, mais c'est pas forcément évident. Une morphologie arboricole aussi, puisqu'on a on fait partie des seuls mammifères à pouvoir passer le bras derrière l'épaule. Donc ça, il y a très peu de mammifères qui peuvent faire ça. Et donc ça, c'est vraiment la caractéristique des mammifères arboricoles, puisqu'en se déplaçant de branche en branche, on a absolument besoin de pouvoir passer le bras derrière l'épaule. Et donc ça en dit long aussi sur notre milieu. Donc on vivait sûrement dans des arbres, et si on vivait dans des arbres, c'était parce que dans ces arbres, il y avait des choses à y manger, donc des fruits, des insectes. Et donc ça va bien avec la main préhensile, s'accrocher aux branches, attraper des fruits, attraper des insectes. La station debout aussi, qui peut nous informer sur le fait de pouvoir attraper des fruits, le fait de pouvoir voir loin aussi, peut-être des animaux. Donc là, on commence à avoir des caractéristiques qui nous informent sur nos capacités de prédateurs aussi. Le long tube digestif,
Ça, c'est une caractéristique qui est fréquente chez les herbivores, puisque pour tirer de l'énergie des produits végétaux, on va avoir une digestion qui va être plus longue, avec plus d'enzymes pour dégrader des molécules plus longues. Donc, on va avoir un tube digestif assez long pour notre taille, en tout cas en rapport à notre taille et notre volume. Les carnivores, eux, ont un tube digestif plus court. Ils assimilent l'énergie, les nutriments plus vite, et surtout pour éviter la putréfaction dans leur organisme, ils vont avoir tendance à avoir des cycles de digestion très courts, où voilà, la digestion se fait rapidement, on prend les nutriments et on balance avant que ça devienne dangereux pour l'organisme. Donc ça, c'est plutôt un indice sur le côté herbivore, frugivore. Les molaires aussi, qui sont un indice sur plutôt du côté herbivore. Là, pas forcément les fruits, mais plus sur les racines, les choses qui ont besoin d'être mâchées, qui vont pas être faciles à manger directement. La vision 3D, qui ça nous informe plutôt sur le côté prédateur, bien que pour se déplacer dans les arbres, c'était aussi super important. Les herbivores, donc, enfin les herbivores, les proies généralement il y a deux modes de vision. En fait, il y a la vision proie, qui est une vision avec des yeux de chaque côté de la tête, et une vision périphérique à 360 degrés, qui sert bien sûr à voir arriver le prédateur et à prendre la fuite. Les prédateurs, eux, ont tous une vision en 3D qui est dirigée vers l'avant, pour pouvoir avoir, enfin qui leur donne une meilleure agilité dans l'espace avec cette vision 3D, et pour la chasse qui est hyper efficace puisque donc les deux yeux sont orientés vers une direction avec une vision en 3D. Donc ça nous donne plutôt un indice sur le côté chasseur d'Homo sapiens, donc peut-être de petits animaux, d'insectes, où clairement sans la vision en 3D on n'aurait pas pu y arriver. Ensuite, il y a tout un tas de choses qu'on découvre maintenant avec les progrès de la science, pas juste en regardant l'anatomie, mais par exemple l'enzyme ADH, qui est l'alcool déshydrogénase. Donc c'est l'enzyme dont la plupart des humains sont pourvus. Il y a certains humains sur la planète qui n'ont pas autant cette enzyme que d'autres, mais disons qu'en Europe, on a tous cette enzyme qui permet de dégrader l'éthanol une fois qu'il est à l'intérieur de notre corps. Donc c'est absolument essentiel pour consommer de l'alcool, vous en conviendrez, puisque sinon l'alcool circulerait beaucoup plus longtemps dans notre corps. Et ça, c'est une enzyme qui s'est sûrement développée. En tout cas, on peut faire l'hypothèse qu'elle s'est développée pour donner la capacité aux Homo sapiens qui mangeaient des fruits tombés au sol d'en tirer de l'énergie, et de pas tomber d'une falaise complètement ivre. Et donc, en fait, ça nous donne un indice. Donc, la présence de cette enzyme nous informe que, à un moment donné, ça a été une question de survie de pouvoir manger les fruits tombés au sol. Et ça va bien avec l'histoire, en tout cas anthropologique, qu'on se fait de l'humain qui est descendu petit à petit des arbres, et donc qui a à un moment perdu sa capacité à grimper facilement dans les arbres pour trouver les fruits, puisqu'il avait des choses aussi intéressantes à faire au sol, à savoir peut-être chasser, mais en même temps, il continuait d'avoir besoin des fruits, mais qui étaient tombés au sol, donc en train de fermenter. Et donc cette enzyme a sûrement permis à beaucoup d'humains de survivre une fois descendus des arbres. Un autre des aspects hyper importants de l'anatomie d'Homo sapiens, quand on le compare avec d'autres mammifères, c'est la taille de son cerveau. Donc ça, vous en avez déjà entendu parler. On est l'espèce qui a le plus gros ratio volume du cerveau sur le volume total du corps. Donc après, c'est difficile encore de savoir en lien avec l'alimentation ce que ce cerveau nous a apporté. Mais aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux que le cerveau, en tout cas le développement du cortex préfrontal, a beaucoup de liens avec l'aspect social de nos vies d'animaux. Et donc, ça a été un critère déterminant dans notre survie, la coordination sociale, le développement des langages pour la survie de l'espèce. Et donc, on peut imaginer que ces stratégies-là, elles sont pas mises en place pour attraper des fruits, mais plutôt pour attraper des animaux qui, en un contre un, nous auraient soit échappé, soit battus. Donc, on peut commencer à imaginer que Homo sapiens avait une coordination sociale qui lui permettait de chasser des animaux. Donc, avec toutes ces caractéristiques, donc il y en a d'autres, mais je vous fais ça un peu rapide. On peut avoir une idée du régime, en fait, pré-culturel, donc vraiment le régime de l'Homo sapiens avant que la culture n'apparaisse. On verra tout à l'heure peut-être à quoi je fais référence quand je parle de culture.
Donc, la conclusion, c'est tubercules, donc des racines qui sont pleines d'énergie. Donc, les plantes font leur réserve énergétique sous terre pour passer l'hiver, par exemple. Les fruits, les insectes et les petits animaux. Donc ça, c'est un régime qu'on retrouve en plus chez plein de primates actuels, donc qui nous informent sur beaucoup de choses, et qu'on retrouve aussi chez des populations indigènes qui sont encore chasseurs-cueilleurs. Même si eux, ils commencent déjà à incorporer de l'alimentation post-culturelle, et donc bon, c'est pas forcément un indicateur viable. Alors, il y a un autre angle d'attaque, si on veut essayer de comprendre qu'est-ce que mange Homo sapiens actuellement. Et c'est un angle d'attaque qui m'a pas mal fasciné quand j'étais petit et que je consommais ce genre de céréales qu'il est maintenant impossible à trouver. C'est ce petit tableau que je trouvais assez intriguant au milieu de toutes ces couleurs pour les enfants. Et vous l'aurez compris, donc cet autre axe de réflexion quant à qu'est-ce que doit ou peut ou mange l'Homo sapiens, c'est la nutrition. Donc c'est vraiment une branche de la biologie humaine, enfin de la médecine, on va dire, qui essaie de comprendre non pas qu'est-ce qu'on mange d'un point de vue dans l'environnement, donc est-ce qu'on mange des fruits ou des tubercules, mais qui essaie de comprendre de quelles molécules le corps a besoin pour fonctionner. Donc vraiment, là, on ne s'intéresse pas du tout au côté darwinien, mais plus à la médecine un peu classique, conventionnelle, qui dit, bon, bah, si on enlève cette molécule, qu'est-ce qui se passe? Si on enlève cette molécule, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on est arrivé à certaines conclusions qui sont toujours en mouvement. Donc, c'est pour ça que c'est aussi j'ai du mal à dire science parce que ça bouge pas mal, mais on a des certitudes, disons, sur les molécules que l'humain doit prélever dans son environnement pour survivre. Et donc, pour vous parler de tout ça, de la nutrition, je vais vous parler de chalet. Donc, ça, c'est la diapositive la plus bizarre de cette présentation, puisqu'on peut se demander quel lien entre nutrition et chalet. Mais pour vous expliquer, en gros, les trois grandes familles de molécules dont on sait aujourd'hui, enfin, pour l'instant, que l'humain a besoin pour vivre, nous allons imaginer que le corps humain est un chalet en bois. Voilà. Donc, ce chalet en bois, donc voilà, il a des pièces, des organes, il est construit avec du bois, avec différents matériaux. Et donc, pour que ce chalet puisse perdurer, on va dire, pour qu'il puisse survivre, il a besoin de plusieurs éléments. Et donc, tous les nutriments vont être les matériaux nécessaires pour que le chalet ne reste en forme, ne s'écroule pas. Donc, la première des familles de molécules qui est complètement indispensable à la tenue de ce chalet, ce sont les protéines. Donc, les protéines, on peut imaginer que ce sont en fait des meubles vraiment élaborés, faits en bois. Et donc, ces meubles, bon, bah, on les récupère à droite à gauche. Et en fait, ils sont constitués tous d'éléments plus petits. Donc, c'est les acides aminés. Donc, on pourra démonter une chaise et puis avoir des barreaux, des planches, des chevrons, des tasseaux, des lithos, etc. Et donc, votre job pour entretenir le chalet, c'est donc de démonter ces meubles. Et puis ensuite, bah, peut-être qu'on peut réutiliser des grosses parties ou peut-être que parfois, il faut les démonter complètement. Et puis, avec les pièces qui sont déjà usinées avec des formes sympas, eh ben, on reconstruit la barrière du chalet, on reconstruit les volets, on refait une porte, etc. Donc ça, c'est vraiment ce que fait le corps avec l'assimilation de protéines. Il les déconstruit pendant la digestion et avec les acides aminés, il va pouvoir construire tout un tas de protéines qui sont essentielles à son bon fonctionnement. Il y a un autre truc aussi qu'on peut faire avec des meubles quand on les trouve, c'est juste les mettre dans la cheminée du chalet parce que il y a un gros coup de froid et que on n'a pas grand-chose d'autre à brûler. Donc tant pis, ça aurait pu servir à faire plein de trucs, mais les chaises, on les met au feu pour passer un coup de froid un peu violent. Donc voilà, les protéines, elles peuvent avoir ces deux fonctions-là. Donc c'est vraiment un truc dont on est absolument certain. Sans protéines, le corps finit par mourir puisqu'en fait, il ne peut pas créer les molécules qui sont nécessaires à sa survie. Donc remplacer les cellules, en fait construire toutes les molécules dont il a besoin, les lymphocytes, les globules. Enfin, je vous passe toute la liste en fait de toutes ces structures complexes que le corps a besoin de construire en permanence pour rester en vie. Donc voilà, les besoins estimés, donc là encore c'est toujours très
sujet à controverse, hein, tout ce qui a trait à la nutrition. Mais en gros, il y a à peu près un consensus à 0,8 grammes par kilogramme par jour. Donc voilà, si vous faites 80 kilos, ça fait à peu près 60 grammes de protéines par jour. Et du coup, on a des façons différentes d'avoir ces protéines. En Europe et en Amérique du Nord, c'est plutôt des protéines animales historiquement. Et en Afrique et en Asie, là où il fait plus chaud, il y a des végétaux en plus grande quantité, en abondance, plus, c'est des protéines plutôt végétales. Donc il y en a dans la viande et le poisson, ça c'est sûr, puisqu'en fait les êtres vivants sont constitués en grande partie de protéines, et donc en fait en mangeant de la viande et du poisson, on récupère plein de meubles qu'après on peut déconstruire pour reconstruire nous ce qu'il nous faut. Mais il y en a aussi énormément dans tout ce qui est noix, graines, légumineuses, en fait dans tout ce qui correspond aux graines des plantes. Donc à la fois les céréales, mais les graines, donc les haricots par exemple, c'est les graines de ces plantes qui sont les légumineuses. Il y en a aussi un peu dans les légumes racines, mais pas tant. Et il y en a pas mal dans les champignons, qui sont eux aussi constitués de protéines. Donc voilà, ils sont plus proches d'un point de vue moléculaire des animaux que des végétaux. Donc on retrouve quand même pas mal de protéines dans les champignons. Donc voilà pour cette première famille. Ensuite, il y a une deuxième famille, c'est les glucoses. Donc là, on est plus sur aller trouver du bois autour du chalet qui est pas du tout usiné, qui est pas du tout mis en forme, vraiment du bois mort, ou alors on coupe du bois vivant, et ensuite on le brûle directement. Donc ça, c'est vraiment la source d'énergie pure. Donc c'est vraiment le but de cette famille, c'est d'être brûlé dans la cheminée du chalet. Alors après, il y a différentes familles parce que on va avoir plutôt du gros bois qui va brûler lentement et donc qui va faire de la chaleur pendant longtemps. On va avoir plutôt du petit bois qui va brûler très vite et qui va libérer de l'énergie directement. Donc là encore, vous retrouvez les deux grandes familles que vous verrez tout le temps sur les paquets de céréales. Donc c'est les sucres lents qui vont du coup apporter au corps de l'énergie dans la durée, et les sucres rapides qui passent dans le sang très vite et qui vont donc être utilisables tout de suite. Alors, les glucoses, enfin le glucose, donc c'est enfin en fait c'est les glucides, le nom de la famille, dans laquelle on a tout un tas de sucres, dont le glucose, qui est un sucre rapide. Et donc dans cette famille, il y a plein de molécules. Donc souvent en fait c'est des agglomérats de ces molécules. Par exemple, l'amidon, c'est des cycles avec des glucoses enchaînés. Et donc, plus la molécule est petite, plus c'est un sucre rapide, et plus la molécule est grosse, plus c'est un sucre lent. Donc, un peu comme cette métaphore du bois avec le chalet. Et donc, là, sur les besoins, bah, c'est toujours un peu, il y a toujours une certaine variabilité, mais ce que j'ai trouvé selon les différents organismes de santé, donc entre l'OMS, le ministère de la Santé en France, donc évidemment à chaque fois ça change, mais on va dire que c'est autour de 130 grammes, tout confondu, hein. Je parle donc sucre lent, sucre rapide, euh, sachant qu'en fait on pourrait ne consommer que des sucres lents. Donc, ce sera même peut-être mieux pour notre santé. Et donc, la médiane en France, on est à 300 grammes et 200 grammes. Il y a deux valeurs en fait qui sont fournies par les statistiques du ministère de la Santé, parce qu'il y a une grosse différence selon qu'on est un homme ou une femme, apparemment, sur la consommation de glucides. Donc, vous voyez qu'on est bien au-delà de nos besoins, en tout cas en énergie. Il faut dire que les glucides, donc qu'on trouve par exemple dans les racines des plantes, donc dans les pommes de terre, notamment en France, en Europe, on en consomme beaucoup. C'est quand même, c'est très énergétique. Donc, on va dire, si vous convertissez en essence une pomme de terre, c'est pas rien. On peut vraiment faire de l'énergie avec une pomme de terre. Donc, finalement, on a tendance à consommer plus dans notre société d'abondance d'énergie qu'on en a besoin. C'est un peu dommage parce que du coup, il y a pas mal de ces glucides qui sont soit perdus, qui passent dans les selles, soit qui s'accumulent sous forme de graisse, et ça pose tous les problèmes que vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc le cerveau, c'est 20% de l'énergie consommée. En fait, c'est une réaction. Donc comment cette énergie est libérée? C'est une réaction de combustion assez classique, dans le sens du carbone plus de l'oxygène égale du CO2. Donc ce que vous mangez quand vous mangez des glucides, c'est du carbone qui va ensuite, avec l'oxygène que vous inspirez par vos poumons, se transformer en CO2 en libérant de l'énergie. Donc la réaction est beaucoup plus complexe que ça dans le corps, mais si vous regardez en entrée et en sortie, ce qu'on a, c'est ça. Donc exactement comme la bûche de bois
que vous mettez dans votre cheminée. Donc, c'est du carbone avec de l'oxygène et ça libère de l'énergie thermique, lumineuse, etc. Et ensuite, le carbone est transformé en CO2. Ce qui est très, très intéressant dans le corps humain, c'est qu'on a une possibilité de stockage. Donc ça, c'est génial parce que du coup, quand en tant qu'Homo sapiens qui vous baladez dans votre environnement primitif fait d'arbres fruitiers, vous tombez sur un arbre fruitier qui est plein de fruits, vous pouvez manger tous les fruits et stocker une partie de ces glucides pour le moment où vous allez crapahuter et qu'il n'y aura plus d'arbres fruitiers. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est fondamental dans notre métabolisme. Et donc, c'est le foie qui gère ça en grande partie. Mais ce stockage de glucides, en fait, il est fondamental pour notre survie dans notre milieu primitif naturel. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'aurait pas de mal à trouver des glucides à chaque moment de la journée et à maintenir une glycémie constante. Puisqu'en fait, pour fonctionner, le corps a besoin d'une glycémie constante, c'est-à-dire la cheminée, pour fonctionner, a besoin qu'on lui mette du bois constamment. Et évidemment, plus on a besoin d'énergie, plus il faut mettre du bois. Et donc ça, c'est le foie qui gère ça en reconvertissant des lipides ou du glucose sous forme qui est un peu aggloméré en gros paquets et qui va le casser en molécules de glucose pour l'emmener là où il faut. Donc, au niveau des sources de glucides, dans notre alimentation aujourd'hui, c'est surtout les céréales. Il me semblerait qu'à l'époque, dans son environnement primitif, c'était un peu les céréales, mais surtout les légumes racines et bien sûr les fruits qui sont pleins de fructose, donc de sucre rapide, mais aussi les fruits à coque qui sont pleins de sucre aussi, soit lent, soit rapide. Et il y a aussi une autre source de sucre important dans notre civilisation européenne, en tout cas, c'est le lait qui contient du lactose, qui lui aussi fait partie des glucides, en plus de contenir des protéines, etc. Est-ce que je vous ai tout dit sur les glucides? Donc, la troisième famille de macronutriments, c'est les lipides. Donc, les lipides, c'est un peu comme si en se promenant autour du chalet, vous tombiez sur des gros troncs d'arbres. Donc, vraiment des grumes entreposées là, vraiment des morceaux de bois assez bruts, assez énormes. Et donc, en fait, vous allez pouvoir les utiliser directement tels quels pour faire, par exemple, des clôtures ou faire, par exemple, de la signalétique, des panneaux ou carrément des poutres dans votre maison. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce bois brut qui n'a rien à voir avec le bois des meubles de tout à l'heure. C'est pas facile à bricoler. Enfin, c'est-à-dire que si vous voulez faire une clôture avec, juste vous les plantez dans le sol et ils sont utilisables tels quels. Ou bien vous pouvez les brûler puisque ça fait quand même beaucoup de bois. Et donc, ça contient énormément d'énergie. Donc là, bon, pour les brûler, il faut quand même les casser un petit bout, etc. Donc c'est quand même pas, c'est moins facile qu'avec des glucides, mais c'est toujours une possibilité. Donc les lipides, c'est un peu la famille qui a pas encore été totalement bien comprise, en tout cas de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Ça a plein de rôles qui sont pas tous compris encore. On sait qu'en gros, il y a certains éléments de cette famille qui est en plus hyper large. Hein, donc les lipides, c'est vraiment super large. C'est les acides gras. Il y en a de toutes les formes, de tous les types. En tout cas, il y a certains rôles qui sont assez importants dans la signalisation, le stockage d'énergie. Les parois cellulaires aussi ont besoin de lipides pour se construire. Donc on va dire que c'est des éléments assez importants. On sait qu'il y en a qui sont quasiment indispensables, hein, comme les oméga 3 et 6, dont on nous a pas mal rabattu les oreilles. Il y en a qui sont aussi très néfastes, malgré qu'ils apportent une source d'énergie. Donc, en fait, en situation de survie, ils sont clairement bons à prendre, mais dans une consommation régulière, ils peuvent avoir plein d'effets assez négatifs. Donc là, pareil, on a tous entendu les acides gras trans, saturés, etc. Au niveau des besoins, alors là, c'est hyper variable, les recommandations, ouais, voilà, ces fameux HJR là qui en fait varient d'un pays à l'autre et c'est très dur de trouver des valeurs un peu consensuelles. En gros, de ce que j'ai compris, si c'est OK si 25% des calories que vous absorbez chaque jour, donc l'équivalent énergétique, ce que ça fait dans la cheminée, voilà, si les poutres que vous ramenez chez vous, en gros, ça équivaut à 25% de ce que vous brûlez chaque jour, en volume, quoi, en taille, en quantité, c'est OK. Voilà.
Donc, il y a certaines populations en fait qui vont consommer très très peu de lipides et être en bonne santé, d'autres qui vont en consommer plus et être aussi en bonne santé, d'autres qui vont en consommer plus, comme on sait surtout dans la culture occidentale, et qui vont être pas du tout en bonne santé. Donc voilà, c'est un peu une famille un peu particulière. Donc au niveau des sources, là pareil, vous en connaissez sûrement, c'est tout ce qui est noix. En fait, il y a pas mal de lipides dans les graines des végétaux. Parce qu'en fait, la graine des plantes, elle contient l'énergie nécessaire aux germes pour sortir de terre, avant de pouvoir faire lui-même la photosynthèse. Donc en fait, les graines contiennent essentiellement, ça dépend des plantes évidemment, mais largement au-dessus de 50% de lipides. Donc, même dans un pépin de pomme, vous avez plus de 50% de lipides. Le problème, c'est qu'un pépin de pomme, bon, c'est assez petit. Donc finalement, dans tout ce qui est noix, dans les plus gros fruits à coque, ça va être rentable pour Homo sapiens d'en manger parce que dedans, il y a, voilà, c'est de taille conséquente. Et en plus, il n'y a pas trop de cyanure, de choses comme ça qu'on pourrait avoir dans les pépins de fruits. Donc c'est surtout les noix à la base qui donnent des lipides. Et bon, tout ce qui est oléagineux, donc il y a des fruits en fait qui vont directement contenir des lipides comme les olives qu'on connaît bien. Et ensuite, il y en a évidemment dans les animaux qui eux-mêmes consomment des lipides, donc qui en stockent dans leur corps, donc poisson, viande, et il y en a aussi dans le lait, puisque c'est un élément important de la nutrition du veau, enfin des bébés animaux, des bébés humains aussi d'ailleurs. Voilà pour les lipides. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est gros matériaux, on va dire, de construction pour le chalet. Protéines, donc ces meubles qu'on peut démonter en pièces et refaire en meubles. Les lipides qui sont des espèces de gros trucs géants qu'on peut soit utiliser tels quels, soit découper puis brûler. Et les glucides qui sont le bois de chauffe. Il y a aussi, donc ça c'est les macronutriments, c'est des trucs assez gros. Les micronutriments, c'est d'autres nutriments qui sont considérés comme quasiment indispensables aussi au bon fonctionnement du chalet, mais qui sont beaucoup plus petits. Donc là, on a par exemple tous les minéraux. Donc là, vous pouvez imaginer que c'est tous les éléments métalliques du chalet, donc la plomberie, l'électricité, il faut des câbles en cuivre, etc. Donc c'est un peu ces rôles-là qui vont jouer dans le corps humain. Donc, on a vraiment besoin de pas mal de minéraux qui sont quasiment omniprésents dans une alimentation riche en végétaux. Donc c'est rarement un problème, on va dire. Sauf peut-être le fer qui parfois fait défaut dans nos sociétés avec notre alimentation actuelle. Donc voilà, les minéraux, c'est un peu ça, c'est la plomberie, l'électricité. Les vitamines, c'est des protéines en fait, qui finissent donc par in, mais qui vont avoir des rôles très spécifiques qu'on va utiliser tels quels pour faire voilà, qui vont avoir un rôle dans une réaction, par exemple enzymatique, pour faire des choses à tous les niveaux en fait. C'est des protéines que le corps va utiliser telles quelles, des molécules qu'il va utiliser telles quelles, et les antioxydants qui sont exactement comme les antioxydants, le vernis anti-rouille que vous mettrez sur vos cadres de fenêtre dans le chalet. Donc c'est exactement pareil. Donc là, les antioxydants, c'est des choses qui évitent l'oxydation dans le corps et donc la formation de radicaux libres cancérigènes, etc. Et ça, donc on en trouve dans pas mal de végétaux aussi, hein, notamment l'acide citrique par exemple, qui est un très bon antioxydant qu'on trouve dans tous les agrumes, dans beaucoup de fruits, la pomme, le kiwi. Donc ces trois choses-là, elles sont essentiellement issues de végétaux, même si il y a aussi des vitamines dans le poisson. Mais dans les végétaux, il y a beaucoup de ces choses-là. Et, on est quand même assez rarement en carence de ces choses-là, sauf ceux qui partaient pendant des mois en mer à l'époque où ils n'avaient pas compris que la vitamine C était indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et donc qui étaient victimes du scorbut. Mais en fait, c'était typiquement parce qu'ils étaient sur un bateau et sans accès à des fruits et des légumes. Voilà pour la nutrition, en gros, pour vous résumer les grandes familles de nutriments. Donc ça, c'est vraiment l'approche, on va dire, chimique, enfin, chimico-biologique classique de quelles molécules il faut pour que le corps fonctionne. C'est une approche qui a clairement ses limites, parce que déjà, on ne connaît pas toutes les molécules, on ne comprend pas tout le rôle qu'elles ont, on ne sait pas en quelle quantité il faut les ingérer. Donc c'est un peu le bazar, mais c'est intéressant en tout cas de les avoir en tête quand on essaye d'évaluer ce qu'on mange, parce que il y a quand même certaines certitudes. Là, je vous ai mis quelques aliments, voilà, divers et variés.
avec leur teneur en protéines, lipides, glucides. Donc à chaque fois, c'est pour 100 grammes. Donc en fait, c'est une sorte de... Là, les chiffres que vous voyez, c'est le pourcentage de protéines dans les lentilles, bah, c'est 24. Le pourcentage de lipides dans les lentilles, c'est 2, etc. Donc vous voyez que les protéines, bah, il y en a, comme je vous le disais, surtout dans les protéines et les lipides chez les végétaux, c'est surtout dans les graines. Donc là, vous voyez les lentilles et le pain de blé, donc, dont on consomme, donc le blé et les lentilles, dont on consomme les graines, qui sont très riches en protéines. Sinon, dans les autres végétaux, on va dire fruits, racines, il y a moins de protéines et il y a moins de lipides. Évidemment, dans les produits animaux, il y a pas mal de protéines, pas mal de lipides. Vous voyez le parmesan qui est le grand gagnant là, de ce classement en termes de protéines. Les insectes, évidemment aussi. Voilà, tout ce qui est constitué de protéines, forcément, contient beaucoup de protéines. Donc, les êtres vivants sont pas mal de ce côté-là. Au niveau glucides, vous voyez que c'est surtout les végétaux qui en contiennent. Donc là, vraiment, en fait, ça rejoint vraiment le régime de l'Homo sapiens primitif, puisque on comprend que entre tubercules, insectes et fruits, en fait, on a tout ce qu'il faut dans l'approche nutritionnelle, on va dire, classique. Alors, les limites je suis désolé, j'ai un petit problème. Je le remets en grand écran. Voilà, les limites à l'approche nutritionnelle, il y en a plusieurs. Donc, en fait, toutes ces histoires d'AJR là qu'on voit tout le temps, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il suffit en fait de regarder dans les différents pays les AJR pour comprendre qu'il y a vraiment pas de consensus euh, vraiment certain à part sur les protéines, on va dire. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grosse différence entre absorption et assimilation. Aujourd'hui, malgré des programmes nutritionnels très poussés, on a toujours des gens qui vont être carencés. On va pas comprendre pourquoi. Donc, ils vont être carencés en fer alors qu'ils mangent tout un tas de viande rouge hyper forte en fer qui, par ailleurs, leur provoque d'autres problèmes ou plein de végétaux qui sont très riches en fer mais qui ont toujours des carences. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des mécanismes très sournois qui vont, ok, vous mangez du fer, mais c'est pas parce que vous mettez quelque chose dans votre bouche en fait que ça passe forcément dans le sang et que ensuite c'est utilisable par l'organisme. Il y a des procédés qui sont très complexes et notamment par exemple on sait aujourd'hui que la caféine est un inhibiteur de l'assimilation de fer et donc potentiellement il y a beaucoup de carences en fer dans notre société occidentale qui sont en fait liées à une consommation un peu démesurée de café, en tout cas une consommation quotidienne, et surtout une consommation post-repas. Donc là, voilà, vous voyez tous de quel café je veux parler, mais celui-là, vraiment, il vient empêcher le fer d'être assimilé par l'organisme, car la caféine va avoir va se fixer avec le fer, etc., et va l'empêcher d'être assimilé par l'organisme. Donc ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. En plus, la majorité, on les connaît pas. Mais donc parfois, en fait, il faut pas chercher à résoudre des carences par une surabsorption. Parfois, en fait, il y a des mécanismes complexes qui empêchent l'assimilation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête aussi dans son rapport avec l'alimentation. Il faut savoir qu'aussi le corps est très adaptable. C'est une des grandes caractéristiques quand même du corps d'Homo sapiens, c'est d'être omnivore et il va pouvoir réussir à trouver ce dont il a besoin avec un temps d'adaptation et le développement d'enzymes et de microbiotes adaptés. Mais voilà, vous avez des populations, je pense au Canada, enfin dans le nord du Canada, les Inuits, etc., qui vont se nourrir essentiellement de poissons, par exemple, et qui ne vont pas être carencés, on va dire en grande partie. Alors que bon, vous, si on vous met là-bas, vous allez avoir des problèmes. Donc en fait, le corps peut s'adapter et réussir à récupérer, une grande capacité à récupérer des nutriments là où on ne l'attend pas. Donc ça, faut se le dire aussi. Et la dernière chose, c'est que concernant la nutrition, rien ne vaut l'empirisme à ce niveau-là. Et donc, rien ne vaut l'empirisme. C'est sûr que si vous mangez pas de protéines, vous allez mourir. Mais en tout cas, dans les doses quotidiennes qui sont adaptées à votre usage, moi j'ai tendance à dire que il faut tester des programmes, et tester des routines, des quantités pour voir si on va mieux ou pas. Bon, après, je suis pas médecin, hein. Je dis ça, c'est juste pour vous donner un peu les limites
les limites à cette approche nutritionnelle pure. Il y a une autre colonne, donc souvent, pas souvent, mais parfois qui apparaît dans les tableaux nutritionnels, c'est les fibres. Euh, c'est plutôt récent comme composé en tout cas, qui apparaît dans les tableaux nutritionnels. Parce que les fibres, en fait, ce sont en gros la cellulose en grande partie. Donc, c'est vraiment une chaîne de sucre, mais tellement grande que le corps humain n'est pas capable de la dégrader en sucre assimilable. Une vache, par contre, elle est totalement équipée pour faire ça. Et donc, elle va manger de la cellulose toute la journée, 80 kilos d'herbe chaque jour. Et de ces 80 kilos d'herbe, elle va produire toute l'énergie dont elle a besoin parce qu'elle a ce qu'il faut pour casser cette cellulose en petits bouts de sucre. Alors nous, on n'a pas du tout cette capacité-là. Par contre, on s'est rendu compte que les gens qui mangeaient des fibres étaient en meilleure santé. Et donc, ça pose des questions parce que vu que la cellulose ressort quasiment telle quelle, on peut se dire à quel moment c'est important. Et en fait, c'est important quand on découvre que le corps humain n'est pas un individu, mais est une colonie d'individus. Donc notre corps n'est en aucun cas un être vivant, mais nous sommes tous et toutes une colonie d'êtres vivants qui vivons en symbiose. Donc voilà, un être humain n'est pas un être vivant, un être humain est un écosystème, un être écosystémique. Donc ça, on s'en est rendu compte petit à petit, mais c'est vrai que ça fait quand même assez peu qu'on a commencé à comprendre, on va dire, l'enjeu hyper important du microbiote. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, ça a une forme de cylindre. Donc, en fait, vous avez une paroi extérieure qui est en contact avec l'environnement, et vous avez une paroi intérieure, mais qui est en fait aussi une paroi extérieure qui est en contact avec l'environnement. Et en fait, vous êtes une sorte de tore, donc une sorte de donut, avec une partie extérieure qui est en lien avec l'environnement direct, et une partie intérieure qui est en lien avec l'environnement de ce que vous avez mis dans votre bouche, en gros. Et en fait, dans votre ventre, ce n'est pas l'intérieur de votre corps. C'est l'intérieur de votre corps, c'est derrière les parois intestinales. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette espèce de tube, il y a énormément d'êtres vivants qui vivent et qui sont hyper importants pour notre survie. Bon, on comprend aisément pourquoi ils y vivent parce que il fait chaud, il y a de la nourriture en permanence, ils sont abrités du monde extérieur, donc c'est un endroit parfait pour tout un tas d'êtres vivants. Donc le microbiote, en fait, pour l'instant, on a dénombré 10 000 espèces différentes de bactéries qui vivent dans notre intestin. Et en tout, il y aurait donc 10 fois plus de bactéries en termes d'individus que de cellules dans tout notre corps. Donc en fait, clairement, si on compte les individus, ce qui y a le plus, c'est des bactéries dans un être humain. Et donc, on se rend compte petit à petit que toutes ces bactéries qui vivent dans notre ventre ont des rôles spécifiques, des rôles symbiotiques. C'est-à-dire, en gros, si elles sont là, c'est parce que le corps humain tire un bénéfice de la présence de cette bactérie, tout comme la bactérie tire un bénéfice d'être dans notre ventre. Donc, c'est vraiment un rapport d'échange, bénéfice mutuel qu'il y a entre ces bactéries et nous. Et donc, ce nombre, 10 000 espèces différentes, il faut le voir comme 10 000 fonctions différentes qui se passent dans notre ventre. Et en fait, ce qui est assez alarmant, donc au moment en fait où on découvre ce microbiote, où les scientifiques découvrent l'importance de ce microbiote, ils découvrent en même temps, et c'est souvent le cas en fait avec l'écologie, enfin ceux qui étudient les écosystèmes, ils découvrent en même temps que cet écosystème est menacé, puisque en moyenne, un occidental sur 4 a un microbiote appauvri, et en moyenne, on a 30% de diversité, donc d'espèces différentes en moins, que des tribus indigènes de chasseurs-cueilleurs qui sont étudiées pour le peu qui en reste. Quand on regarde, quand on prélève leur microbiote et qu'on dénombre les espèces, ils en ont largement plus que nous. Et donc, les scientifiques qui étudient ça commencent à faire le lien entre l'appauvrissement du microbiote, c'est-à-dire vraiment la disparition de la biodiversité dans notre ventre, et les conséquences pour notre santé, dans les dysfonctionnements dans l'écosystème être humain.
Du coup, bon, ce qui est terrible, c'est que c'est comme quand on étudie les écosystèmes donc à plus grande échelle, les forêts, etc. En fait, au moment où on se rend compte qu'une espèce est importante pour comprendre l'écosystème, elle disparaît et du coup, on comprendra jamais pourquoi elle est importante, sauf en voyant les dégâts que plus tard ça fait. Je pense à Yellowstone aux États-Unis avec les loups qui ont été exterminés et les conséquences qu'on a vues après. Et donc, finalement, on réintroduit le loup pour essayer de contrer les conséquences. Et donc, aujourd'hui, le microbiote menacé et en voie de réintroduction d'espèces dans voilà, il y a des médecins qui réfléchissent beaucoup à ça, à réintroduire les espèces manquantes dans le ventre des Occidentaux. Alors, les menaces, elles viennent d'où? Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui ont été identifiées très clairement. La première, c'est la prise d'antibiotiques, puisque la prise d'antibiotiques, enfin, un antibiotique, par définition, est une molécule, un principe actif qui va tuer une bactérie. Donc, c'est quelque chose qui a été déterminant dans la médecine, en fait, l'apparition des antibiotiques. Ça a permis à énormément d'humains de survivre là où avant ils ne pouvaient en aucun cas survivre. Hein. Je parle même juste d'une petite blessure qui, en s'affectant, peut entraîner la mort. Et donc, la prise d'antibiotiques, on va dire en surdosage, de manière vraiment euh, systématique, a provoqué la perte de la biodiversité microbiotique, pardon, puisqu'en fait, ces antibiotiques, vous les prenez par voie orale et donc ils ont tendance à tuer les bactéries qui sont dans votre ventre. D'où les ultralevures qu'on vous donnait à l'époque quand vous prenez des antibiotiques, qui étaient une sorte de... On essayait de remettre des bactéries après les avoir tuées, pour un effet qui est parfois discutable et donc en plus ça crée de la résistance et des maladies qui commencent à s'habituer aux antibiotiques. Donc évidemment les antibiotiques sont un outil qui est précieux dans la médecine moderne, mais qui doit être utilisé avec parcimonie. Et par exemple, on sait que les enfants de moins de 6 mois qui reçoivent des antibiotiques perdent des espèces dans leur ventre qui ne réapparaîtront jamais. Et donc plus on prend des antibiotiques jeunes, plus les impacts sur le microbiote vont être importants. Donc voilà, c'est pas pour être anti-antibiotique, mais c'est plus pour dire il faut être prudent quand on donne des antibiotiques et penser aux effets négatifs que ça peut avoir sur le microbiote. Surtout avec plus on est jeune, plus le microbiote est peu installé. Il y a des espèces qui sont présentes en petit nombre et qui peuvent potentiellement disparaître complètement. Parce que s'il reste une, elle peut encore se démultiplier, mais si vous tuez complètement une espèce, elle disparaît du microbiote et ensuite elle est très difficile à réintroduire. Les césariennes ont tendance à appauvrir énormément le microbiote aussi, au point que maintenant les enfants nés par césarienne dans certaines maternités, on leur fait ingérer un échantillon de liquide vaginal pour réinséminer en fait le nourrisson avec des bactéries qui sont présentes dans dans le vagin en fait de la mère et qui doivent pénétrer en fait dans le système digestif du nourrisson pour s'y installer durablement. Donc ça, c'est une méthode de transmission microbiotique qui a été façonnée par, j'imagine, l'évolution et qui est hyper importante pour le développement de l'enfant. Une alimentation pauvre en fibres, puisque j'en suis venu par les fibres, mais les fibres, en fait, vont avoir un gros avantage, c'est qu'ils nourrissent le microbiote. Et donc, ils vont pas nourrir directement nous, humains, mais ils vont être nourris par ces fibres-là. Donc, quand vous mangez des aliments avec des fibres, en fait, vous nourrissez votre autre partie de l'écosystème humain, qui est votre microbiote, et vous vous en occupez. Donc, c'est l'absence de fibres qui a commencé à se généraliser dans l'alimentation industrielle, fait qu'évidemment, des bactéries qui n'ont pas assez à manger finissent par disparaître. Et enfin, un dernier truc, c'est les additifs qui sont là, eux aussi, ajoutés dans les aliments industriels pour éviter la prolifération bactérienne, qui vont, eux, donc avoir un impact direct sur les bactéries du microbiote au moment de la rencontre, puisqu'ils vont, du coup, empêcher ces bactéries de se développer, voire les tuer. Et donc, petit à petit, on commence à comprendre aussi le lien entre ce microbiote qu'on menace et les conséquences que ça peut avoir en termes de santé. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment tout récents. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder un super documentaire sur Arte sur le sujet,
qui est assez passionnant. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des certitudes quant à l'obésité, par exemple, où vraiment là, les personnes qui souffrent d'obésité ont systématiquement un microbiote appauvri. Donc, bon, ça peut être aussi lié à autre chose, hein, à une alimentation différente, à plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est un des premiers constats qu'on peut faire. Pareil pour le diabète, pareil pour les allergies. En fait, on commence à comprendre que il y a certaines bactéries dans notre microbiote qui, en mangeant des fibres, vont rejeter des déchets qui sont en fait des nutriments pour nous. Et donc, on va utiliser ces déchets, ces enzymes, par exemple, pour combattre une invasion, par exemple pour le système immunitaire, pour des procédés neuronaux, etc. Et donc, en fait, il y a certaines bactéries qui produisent des molécules qui sont indispensables au développement de plein d'enzymes et de molécules dans notre corps. Donc, voilà pour le microbiote. Donc, si on se demande quelle est la nutrition pour un humain actuel, on aurait tendance, d'un premier point de vue, à se dire, il faudrait manger comme un Homo sapiens primitif, puisque lui, son corps est complètement adapté pour ce qu'il mange. Et donc, oui, notre patrimoine génétique est toujours le même depuis Homo sapiens primitif, on va dire, il y a 200-300 000 ans. Mais d'un autre côté, notre patrimoine biotique, lui, il a pu changer. Et donc, peut-être qu'on a introduit de nouvelles espèces de bactéries qui nous aident à digérer de nouveaux aliments. Et donc, il faut s'inspirer évidemment de ce que Homo sapiens primitif mangeait si on veut être en bonne santé, mais tout en sachant que il est possible que notre microbiote ait évolué. Et si on regarde maintenant l'alimentation d'un point de vue plus social et culturel, c'est-à-dire si on essaye de retrouver ce biais qu'on a de je vis dans cette société avec ces rites alimentaires-là, on peut essayer de voir ensemble les différentes façons qu'on a de s'alimenter et en discuter. Donc, juste l'apparition de la culture, elle est liée à, enfin, c'est un concept qui est assez vague, enfin, pas vague, mais il y a plein de débats pour savoir comment on définit la culture en anthropologie. Mais en gros, l'apparition des premiers outils, l'apparition du feu, le premier handicapé adulte retrouvé dans une tombe, donc qui a été accompagné dans sa vie par les autres, les peintures murales. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui permettent de dater à peu près l'apparition de la culture. Et un autre truc, c'est que le fait que Homo sapiens se déplace, c'était forcément lié à un changement d'alimentation, puisqu'il quitte son environnement primitif, dans lequel il a de la nourriture disponible à profusion, pour s'aventurer dans des environnements qui ne sont plus du tout favorables, alimentairement parlant. Donc voilà, vous allez dans la toundra, juste quasiment nu, avec juste vos mains pour manger, et vous allez galérer. Donc, en fait, le régime post-culturel, donc l'apparition de la culture, a permis plein de choses, mais a permis donc de faire rentrer dans notre régime alimentaire de nouveaux aliments. Donc, la viande rouge, les poissons grâce aux outils, et plein de nouveaux végétaux qui ont pu être consommés grâce à la cuisine. Donc, la cuisine, c'est un procédé qui est clairement culturel et qui a permis l'absorption de nouveaux aliments. Donc effectivement, ça a permis à l'Homo sapiens de se déplacer, d'aller dans des endroits où avant il ne pouvait pas survivre parce qu'il n'y avait pas d'aliments comestibles. Il y avait des patates crues et il les a cuits et il a pu les manger et du coup maintenant il peut vivre dans cet endroit. Donc c'est un bouleversement alimentaire, un bouleversement biologique, un bouleversement culturel. La cuisine, elle permet la prédigestion, comme je le disais, elle permet donc de nouvelles sources alimentaires, elle permet donc d'utiliser moins d'énergie nous pour digérer. Elle permet le hacking des papilles, c'est-à-dire ce que j'appelle hacking des papilles, c'est se servir des récepteurs olfactifs qui nous servent à nous nourrir dans notre environnement pour se faire plaisir. Donc, en fait, typiquement, on va cuisiner quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir dans nos papilles, mais pas dans un but de survie. Puisque nos papilles, à la base, elles étaient là pour notre survie, mais nous, on va s'en servir pour se faire plaisir. On va détourner l'usage des papilles pour se faire plaisir. Et puis, c'est un art culinaire traditionnel et social. Donc, il y a tout cet enjeu-là qui est hyper présent chez l'humain. La fermentation, c'est un autre procédé qui est apparu avec la culture, qui est hyper important et fondamental dans l'expansion, on va dire, d'Homo sapiens sur la planète. C'est d'une part, ça a permis de conserver les aliments, ça a permis d'éliminer certaines toxines présentes dans les aliments. Donc, je pense là notamment aux olives, quand on les met dans la saumure, après elles deviennent comestibles. Mais je pense aussi au lait, qui au départ n'était pas du tout digérable par Homo sapiens, qui ne pouvait pas digérer le lactose en tant qu'adulte. Et donc le fromage, c'était une manière de
prédigérer le lactose et ensuite de pouvoir récupérer les calories du lait. Ça a permis l'insémination microbiotique, ça a permis de faire rentrer de nouvelles bactéries dans notre système digestif. Encore une fois, il y a un gros hacking des papilles parce que un bon sanectaire, c'est pas un truc qu'on trouve dans la jungle africaine d'il y a 200 000 ans, mais ça nous fait quelque chose au cerveau en termes de dopamine. Et c'est aussi une nourriture rituelle puisqu'elle a permis, par exemple, l'apparition de boissons alcooliques qui ont eu un rôle aussi très important dans nos cultures. Ensuite, l'agriculture qui est apparue après ces deux premiers éléments culturels, c'est encore une fois un bouleversement alimentaire, biologique et culturel, puisque là, cette fois-ci, on fait pousser de la nourriture à un endroit défini. Donc, on n'est plus du tout opportuniste. On met en place une stratégie d'obtention de nourriture sur le long terme. Ce qui permet du coup d'avoir plus de quantité. Et donc, la démographie augmente. Une démographie qui augmente dans un endroit qui ne bouge pas, ça fait une ville. Et petit à petit, ça fait des métiers séparés, avec une hiérarchie sociale, avec l'apparition de la bureaucratie, l'apparition des échanges économiques liés par exemple à la conservation du grain qui peut du coup être échangé, comparé à une papaye sur un arbre qui est à manger tout de suite, et donc qui ne peut pas être valorisé comme marchandise. Et ça a permis, in fine, le progrès technique qu'on connaît, donc tout ce qui va avec la civilisation. Évidemment, il y a le penchant, on va dire, plus négatif, avec une perte de diversité alimentaire terrible, puisque du coup, au lieu d'aller se grappiller dans l'environnement plein de choses différentes, on va manger tout le temps du pain en Occident, du riz en Asie, pour faire simple. C'est la perte de connaissances millénaires sur comment se nourrir dans notre environnement. C'est plus de travail et de contraintes par rapport à un chasseur-cueilleur, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui. Et c'est forcément à la fin des enjeux politiques et surtout, nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, écologiques. Donc, tout ça, maintenant, c'est à mettre en lumière avec les régimes spéciaux. Donc, la première fois que j'ai fait cette présentation, c'était au moment des lois sur les retraites. Donc, cette slide avait un petit clin d'œil. Mais les régimes spéciaux, en gros, c'est les manières que, donc, en fait, tous les humains cuisinent, fermentent et en partie vont faire de l'agriculture, même si c'est pas forcément ça qu'on peut en dire nous en tant qu'occidentaux. Mais ils vont tous développer des régimes spéciaux, des manières spécifiques de se nourrir avec des interdits, des façons spécifiques de cuisiner. Il serait impensable de manger ça autrement, on va dire. Et donc, de base, il y a tout ce qui est régime traditionnel, donc vraiment ce qui est régime ancré dans les ethnies, ancré dans les populations, et souvent lié aux religions. Et qui ont plein d'histoires passionnantes parce que liées à l'environnement, liées à des événements, liées à plein de maladies, des choses de l'environnement. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le régime thermo-industriel, c'est le régime de tout occidental qui se respecte aujourd'hui. Et c'est un régime, en fait, où la nourriture est devenue une marchandise qui est standardisée et stérilisée, et donc qui peut vraiment devenir un produit d'échange qui est emballé, qui est vendu dans des supermarchés. Et donc, c'est vraiment la transformation d'une ressource de base, on va dire, comme l'eau, l'air, etc., en un produit qui a une valeur marchande et qui, du coup, va subir toute la pression du système économique thermo-industriel. C'est aussi la perte complète du lien entre producteur et consommateur. Si on peut encore parler de producteur et consommateur dans une logique où on pourrait aussi produire ce qu'on consomme directement ou alors aller le chercher dans l'environnement. Et surtout, d'un point de vue écologique, c'est des processus industriels destructeurs de l'environnement, mais aussi évidemment du corps humain, puisqu'on a énormément de maladies de civilisation qui viennent de ce régime thermo-industriel qui satisfait, on va dire, une nutrition standardisée. Donc, comme je dis, avec oui, il y a les protéines, oui, il y a les glucides, mais il y a tout un tas d'autres trucs et dans des proportions pas forcément sympas pour notre corps. Donc, le régime thermo-industriel, c'est l'élevage intensif, où là, on a une vue aérienne d'un élevage avec le lisier qui tombe dans une fosse et qui va être répandu sûrement après en provoquant plein de conséquences sur la vie du sol
pas forcément très agréables. C'est évidemment la destruction des forêts et des habitats naturels pour planter des produits qui sont très utilisés dans l'industrie alimentaire, donc comme l'huile de palme. Et donc est apparu, suite à ce régime industriel, surtout à cause de ces procédés destructeurs, donc notamment avec la phytochimie, les produits phytosanitaires, la bio. Donc je voulais vous en parler puisque on va pas parler d'alimentation aujourd'hui sans parler d'alimentation biologique. C'est une idée qui n'est pas mauvaise, mais qui est issue toujours de ce système économique thermo-industriel. Donc en fait, l'idée c'est de garder les mêmes procédés, mais avec moins de chimie. Alors évidemment, moi je trouve pas que ce soit une très bonne idée. Il y a aussi un autre truc que je trouve assez mal fait avec l'alimentation biologique, c'est que on va mettre en avant un enjeu de santé micro, c'est-à-dire individuel, là où pour moi le vrai enjeu il est macro, c'est-à-dire ok, c'est bien de pas consommer de pesticides, mais en fait ce qui est beaucoup plus grave, c'est de détruire les habitats, de polluer l'eau qu'on boit, de polluer l'air, de polluer les sols. Et donc en fait, elle a été très orientée d'un point de vue marketing dans faire du bien à son corps, alors que elle a un enjeu énorme dans préserver l'environnement. Et donc il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, mais à quoi ça sert d'acheter bio alors que le champ du voisin il y a des pesticides et du coup il se retrouve dans moi ce que je mange, donc je vais pas acheter bio. Et donc, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, acheter bio, c'est juste que sur le territoire, il y aura moins de pesticides déversés. Donc ça, c'est un premier axe qui n'a pas du tout été développé. C'est aussi énormément d'importations en France. Donc, on est complètement pas du tout autonome en nourriture biologique, tout simplement parce que garder les mêmes procédés d'agriculture en mettant moins de chimie, bah, ça marche moins bien, en fait, puisque c'est des procédés d'agriculture qui sont intimement liés aux produits phytosanitaires. Donc, c'est pas du tout suffisant de juste arrêter les produits phytosanitaires. Il faut repenser évidemment complètement la manière de produire de la nourriture. La notion de label aussi que je trouve assez problématique puisque c'est vraiment l'apanage de la grande distribution, c'est-à-dire le label, il est là pour remplacer le lien producteur-consommateur, ce lien de confiance en fait qui s'établit entre celui qui produit de la nourriture et celui qui la mange. Et ça viendrait à l'idée de personne de mettre un label quand on peut discuter et vivre des moments et faire des fêtes de moisson et manger ensemble avec celui qui produit la nourriture. Donc c'est vraiment cette idée de label, elle entérine le fait que on efface le lien producteur-consommateur. Évidemment, il y a plein d'effets rebonds possibles, divers et variés, puisque je mange bio, je peux prendre l'avion, etc. Et ça n'empêche pas la consommation de pesticides d'augmenter de toute façon en permanence. Et puis les dérives du green marketing qui du coup s'en donnent à cœur joie puisque c'est une porte ouverte à la bio, c'est la solution pour manger en respectant l'environnement. Alors qu'évidemment, on est toujours en monoculture, on utilise toujours des produits, les rendements sont moins bons, on est obligé d'importer de la nourriture. Enfin bref, ça n'a évidemment aucun sens. Mais bon, bah, c'est toujours peut-être mieux parfois de manger des produits bio que pas bio. Mais c'est pas du tout valable à long terme et c'est pas du tout suffisant quoi qu'il en soit. Je regarde combien de temps il y a un autre régime qui a pas mal pris de l'ampleur, surtout dans les milieux, on va dire, intellectuels occidentaux, alors que c'est des régimes qui se retrouvent, des régimes traditionnels, par exemple en Asie, en Inde, il y a des gens qui sont végétariens depuis très très longtemps et qui n'ont pas du tout intellectualisé de la manière dont l'a fait l'élite intellectuelle écolo occidentale. Mais en gros, le principe donc de ne pas manger d'animaux morts, pour moi, à trois versants. Donc, le premier versant, c'est un versant de santé, puisque évidemment, la consommation de viande rouge en grande quantité, et je pense en fait quasiment qu'à ça, c'est problématique d'un point de vue de santé. Et puis la consommation de viande en général, quand elle est mal produite, avec des produits phytosanitaires, des antibiotiques, de la mauvaise nourriture, etc., c'est évidemment pas bon pour la santé. Donc il y a eu quand même cet enjeu santé dans le végétarianisme un petit peu, mais qui est clairement pas le plus important. Il y a le pan écologique du végétarianisme qui est là hyper
hyper important dans ce mouvement de plus en plus de gens végétariens. Et effectivement, ça fait sens puisque on sait maintenant que, enfin, on l'a peut-être toujours su, mais maintenant c'est plus grand public en tout cas. La production de viande est aberrante en termes de calories apportées par rapport à l'énergie dépensée pour produire ces calories. Donc, on va avoir beaucoup de gaz à effet de serre, notamment du CH4 avec l'élevage bovin, qui est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. On va avoir énormément d'eau potable qui va être utilisée. On va avoir énormément de pollution qui est liée au lisier, donc aux excréments de tous ces animaux qu'il faut bien en mettre quelque part. Et donc, on peut faire de l'engrais avec, oui, mais à un moment, les quantités sont telles que l'épandage de lisier, il peut aussi faire des dégâts. Et on est obligé de détruire des habitats pour faire paître ces animaux. Donc voilà, Hérodote, géographe de la Grèce antique, nous rappelait que à l'époque, on pouvait aller du Danemark à l'Espagne. Un écureuil pouvait aller du Danemark à l'Espagne sans descendre d'un arbre. Ça vous donne une idée de l'état des forêts à l'époque de la Grèce antique. Et aujourd'hui, évidemment, ces forêts ont été transformées en grande partie en pâture et en champs de céréales pour nourrir ces animaux. Donc cette destruction des habitats, bon, elle est aussi, c'est une des grosses conséquences de la consommation de viande auxquelles on ne pense pas toujours. Je vous passe les chiffres sur la quantité de CO2 émis par protéine, mais évidemment la viande et la quantité d'eau consommée par quantité, mais la viande a toujours de mauvaises notes quand on regarde son classement écologique. Un petit graphe de Wikipédia qui fait toujours un peu son effet, mais si on compte en kilogrammes les mammifères sur Terre et qu'on regarde, qu'on les catégorise, on voit que 4% de la biomasse des mammifères terrestres et des mammifères sauvages, 36% c'est des humains et 60% c'est des bovins et des cochons. Donc si voilà, des extraterrestres arrivaient et se disaient bon, quel être vivant il y a le plus sur Terre, peut-être qu'ils se diraient c'est une planète colonisée par des vaches. Le poisson, c'est aussi d'autres problèmes, notamment liés à la surpêche, enfin, au fait d'utiliser des techniques de pêche qui sont pas sélectives, notamment le chalut qui va racler les fonds et la pêche électrique qui va tuer tout dans un périmètre donné. Et donc ça, c'est vraiment lié le fait qu'il y a de moins en moins de poissons. On est obligé d'utiliser des techniques de plus en plus violentes pour récupérer ce poisson-là. Et donc, la pêche, en tout cas en mer, pose plein de problèmes d'un point de vue écologique. Et le dernier pan du végétarianisme, c'est le côté éthique qu'il y a à tuer un autre être vivant. Donc c'est vraiment dans le concept de ne pas manger d'animaux morts, mais de pour autant manger des œufs et du lait. Donc c'est vraiment ce concept de mise à mort qui est remis en question. Ce droit qu'on aurait, nous, en tant qu'espèce, de mettre à mort un autre animal. Moi, j'ai pas mal réfléchi sur la question aussi. Et en fait, je trouve que ce qui me déplaît profondément en fait dans cette mise à mort, c'est plutôt le fait que quand un guépard chasse une gazelle, on est dans les règles du jeu, on va dire évolutionnaire, c'est-à-dire en gros le guépard il est doté de pattes et de dents pour chasser, et la gazelle est dotée de pattes pour s'enfuir, et donc ils sont un peu à égalité dans le jeu. Et peut-être qu'il y en aura une qui va perdre, mais on va dire que ça aurait été fair play. Et en fait, je trouve que ce qui est gênant dans la mise à mort des animaux par des humains, c'est que les animaux n'ont absolument aucune chance et sont vraiment mis à mort, quoi. C'est pas chassé, c'est pas tué, c'est abattu, c'est un autre mot, et ça veut vraiment dire ça. Et donc voilà, les cochons qu'on entasse dans des puits à CO2 et ensuite qu'on asphyxie, et ensuite on remonte la nacelle avec les cochons morts. Enfin, ça a un côté assez dérangeant dans le fait que ces animaux-là, en plus d'être enfermés toute leur vie dans un seul but qui est de nourrir les humains, n'ont absolument évidemment aucune chance dans le jeu de la vie et de la mort. Le véganisme a des côtés très intéressants, même si c'est politisé parfois de manière discutable, mais en tout cas, en fait, ça m'a fait très bizarre de savoir que le lait est produit grâce à l'abattage des veaux, enfin l'assémination forcée en fait des vaches qui du coup ont tout le temps des enfants, du coup allaitent tout le temps, mais au lieu qu'elles allaitent leur petit, on retire le petit
qu'on tue, et ensuite on récupère le lait. Et donc en fait, dans cette question de mise à mort, le végétarisme ne résout pas la question de la consommation de lait, et dans aucun cas elle résout de toute façon le côté exploitation, enfin même des poules enfermées pour pondre des œufs, ça peut poser question. Enfin bref, je trouve que le véganisme a des côtés assez intéressants dans son approche plus globale et plus poussée de si je ne mange pas de vaches tuées, je vois pas pourquoi je mangerais du lait qui nécessite la mise à mort des veaux pour être fabriqué. Le microbovorisme, qui est un terme qui a été utilisé par Marc-André Sellos, dont je vous mettrai la référence à la fin, qui est un chercheur en biologie. Mais la consommation en fait d'aliments fermentés permet énormément de choses, notamment la prédigestion des aliments sans détruire leur qualité nutritive. Donc en fait, il y a tout un mouvement crudivore qui consiste à manger les aliments crus, puisque au-delà de 60 degrés, vous perdez les enzymes, au-delà de 80 degrés, vous perdez des vitamines. Donc vous perdez des nutriments en fait qui sont utiles à votre corps. Et au-delà de 100 degrés, il y a des réactions qui commencent à se passer, notamment les réactions de Maillard qui ont lieu avec tous les composés liés au glucose, qui vont créer des molécules qui ne sont pas forcément gérables par le corps humain. En tout cas, on ne connaît pas forcément les effets de ces molécules. Il y en a 400 environ qui ont été répertoriées. La plupart d'entre elles sont cancérigènes. Et donc, voilà, la cuisson a permis à Homo sapiens de vivre en Europe, de chasser des gros animaux et de les manger. Et je remets pas ça en question. La cuisine a eu un rôle fondamental. Enfin, la cuisson a eu un rôle fondamental dans le fait qu'Homo sapiens puisse vivre ailleurs que dans sa forêt primitive. Par contre, à long terme, la cuisson peut poser énormément de problèmes de santé, surtout avec les espérances de vie actuelles. Et donc, pour ne pas être aussi radical et donc manger que du cru parce qu'on veut avoir toutes les qualités nutritives sans molécules parasites, on va dire. Aussi parce qu'on adore cuisiner et que ça nous fait un peu mal d'arrêter tout ça. Le microbovorisme, donc la consommation d'aliments fermentés, elle permet donc de prédigérer, donc d'avoir à peu près les mêmes atouts que la cuisine. Il y a des saveurs qui vont se développer qui n'existent pas dans le produit cru. Ce hacking des papilles dont je parlais, par exemple avec le sein de nectar. Donc cette prédigestion, on enlève aussi des toxines. Et donc c'est une manière, je trouve, intéressante de consommer des aliments puisque en fait on va gagner sur tous les plans, quoi. On va avoir les atouts de la cuisson mais sans les inconvénients. Et donc, il y en a qui vont plus loin. Vous avez peut-être entendu parler d'alimentation instinctive, mais donc, il s'agit là maintenant d'essayer de manger des aliments absolument pas transformés. Donc, c'est au-delà du cru. C'est pas épluché, pas râpé, pas mixé. Essayer de retrouver cette alimentation préculturelle dont on parlait, où en fait, Homo sapiens se nourrissait au gré de ce que son corps lui disait de manger, on va dire. Donc, c'est un peu le but de du mouvement de l'instinctothérapie, qui consiste donc à essayer de se bander les yeux et de manger des choses au gré de ce que le corps nous dit de manger. Un truc qui est assez dur à faire et qui a aussi évolué dans des délires sectaires pas hyper sympa. Donc je vous mets en garde si jamais vous lisez des trucs sur le sujet. Ça a été beaucoup critiqué, mais je trouve qu'il y a une approche quand même intéressante d'essayer de retrouver cette alimentation préculturelle, en fait, de se débiaiser complètement de tout ce qu'on a construit culinairement parlant, on va dire. Voilà, il est 52. Ça laisse pas beaucoup de temps pour des questions, mais si vous en avez, je veux bien en prendre quelques-unes. En finissant sur cette citation d'Hippocrate. Excusez-moi, je ne savais pas si vous me voyez. Alors, on avait donc deux questions. La première, c'était de Amar. J'ai entendu dire que le lait consommé en étant adulte était déconseillé. Pourquoi ? Nous serions les seuls mammifères à en consommer étant adultes.
Ouais, celle-là, je veux bien y répondre. Donc en fait, cette histoire de lait, c'est hyper intéressant d'un point de vue anthropologique parce qu'effectivement, on se rend compte que donc il y a beaucoup d'humains qui sont intolérants au lactose. Donc c'est même pas déconseillé en fait. C'est si vous buvez du lait, vous avez la diarrhée directement. Votre corps n'est pas capable de gérer le lactose à l'âge adulte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une distribution intéressante des personnes intolérantes au lactose dans l'axe nord-sud géographique. C'est-à-dire que en fait, dans les pays nordiques il y a beaucoup moins de personnes intolérantes au lactose que dans les pays du Sud. En fait, c'est principalement lié au fait que quand Homo sapiens a commencé à s'étendre vers le nord, donc dans des contrées où il y avait beaucoup moins à manger en termes de végétaux, le lait est devenu une source nutritive quasiment indispensable à la survie. Et donc, avec la fermentation, les premiers Homo sapiens ont réussi à faire des fromages qu'ils ont pu manger pour en récupérer les nutriments sans être malade, quoi. Et du coup, en fait, il y a aussi une enzyme qui est apparue qui permet de dégrader le lactose. Et donc ça, c'est une des évolutions génétiques qu'Homo sapiens a subi. Et clairement, c'est parce que le lait devait être indispensable à sa survie que ce truc-là est apparu. Et donc, bon, maintenant, la plupart des Européens, en tout cas, surtout dans le Nord, on est tous tolérants au lactose et on le digère tous très bien. Donc, il n'y a pas forcément c'est pas forcément non conseillé. En fait, on a développé les outils pour le digérer proprement. Après, de base, c'est un produit qui ne faisait pas partie de l'alimentation de l'Homo sapiens primitif. Donc, si on est un peu radical dans cette approche, on peut dire que c'est déconseillé. Maintenant, c'est absolument pas déconseillé tant qu'on n'est pas intolérant au lactose. Ok, super. Alors, on a peut-être le temps pour une dernière petite question assez précise. Quelle différence entre les neurones de l'estomac et celles du cerveau? Alors, ça remonte un petit peu dans la conférence, donc je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement à quel moment est-ce que cette question a été posée, mais est-ce que tu as une réponse succincte à donner à cette question? J'ai pas vraiment de réponse précise. Je sais qu'il y a aussi un très bon documentaire Arte sur le sujet que moi-même je n'ai pas vu, mais c'est enfin sur ce sujet en fait des neurones dans les intestins. C'est sûr que le système nerveux il est en fait plus étendu que dans le cerveau. Et donc bon, ce qu'on appelle neurones, c'est des cellules différenciées qui vont permettre la transmission d'informations grâce à des synapses, mais ça reste des cellules. Et clairement le ventre. Et donc là, c'est pas que l'estomac, hein, c'est vraiment surtout l'intestin en fait, puisque l'estomac c'est l'antichambre du système digestif qui va permettre de tuer tout ce qui ne doit pas rentrer dans l'intestin grâce à l'acide. Mais du coup, ce système nerveux-là a évidemment, c'est beaucoup développé dans le ventre puisque c'est un endroit qui est hyper important en fait pour l'assimilation d'énergie. Mais je vous invite du coup à regarder ce documentaire que j'ai pas encore vu, mais qui apparemment est intéressant. Voilà. Bon, super. Bah, merci beaucoup, Robin. Ouais, nous voilà du coup arrivés à la fin de cet événement. Donc, merci beaucoup, Robin, d'être venu nous parler de ce sujet très central et évidemment passionnant de l'alimentation du futur. Merci beaucoup à l'équipe de réalisation de ce live, donc Hervé à la réalisation, Morgane à la modération et Lucie à la programmation. Voilà, donc ce live reste visionnable sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la base. Donc, n'hésitez pas à le partager et à participer à prix libre si ce n'est pas déjà fait, donc sur www.labase.paris/don. Et on espère du coup voilà, tous vous retrouver bientôt en physique au mois de mai. On l'espère, on croise tous les doigts pour en finir avec toute cette période. Belle soirée et encore merci à Robin.